Deux amis se rendent à tour de rôle l'un chez l'autre pour découvrir les objets culturels posés sur l'étagère. C'est pas parce qu'on est comique et scénariste qu'on est réalisateur. C'est une espèce de... Alors entre le gourou et le New Age qui a développé une vidéo pour expliquer qu'en fait on est des prismes de lumière. Oui, c'était des jeunes adultes qui avaient vraiment pas trop envie d'aller dans le monde adulte aussi. Exactement. Et tout le film en fait elle ne sait pas quoi faire de sa poitrine, dans la manière dont les garçons la regardent. Et je crois que ça dit ce truc fondamental, en fait c'est pas tout à fait vrai ce que nous disent les adultes. On tombe amoureux de ces films-là. Voilà, c'est des films dont on tombe amoureux. Le geek et puis qui essaye de dragouiller à droite à gauche, qui est flemmard, qui essaye d'en faire le moins possible. Bon, moi je suis plutôt en défaveur du harcèlement, mais je vais pas remettre en cause mon avenir pour des principes. Apprendre les choses, être initié, est-ce que je fais partie du groupe ou pas, les relations, comment on gère son groupe avec sa famille, etc. Tu te rends compte qu'on est à fond dans le cliché là quand même. Ouais. Most people think of themselves as individuals, that there's no one on the planet like them. This thought motivates them to get out of bed, eat food, and walk around like nothing's wrong. My name is Oliver Tate. Bon, t'as été dans la bibliothèque. Dans la DVD-thèque. Dans la DVD-thèque, juste derrière ta porte d'entrée. Du couloir, ouais, parce qu'il y en a plusieurs. À la section film anglais. Submarine. Pour un film qui s'appelle Submarine. Donc, DVD basique. Pauvre en supplément. Des fois, c'est intéressant, mais cela c'est vraiment pris sur... tu n'as que le film. Sur le montage avec les acteurs, les gens qui ont participé au film. Et une jaquette recouverte de critiques, enfin d'extraits de critiques, dont je vous donne un panaché très très vite fait. La meilleure comédie britannique depuis des années. Brillantissime, le film britannique le plus revigorant et original depuis longtemps. J'adore les brillantissimes, c'est genre en un mot, mais... Une comédie futée et branchée selon Télérama, un film aussi drôle qu'émouvant, une réussite selon Glamour. Un film atypique qui ne laissera pas les cinéphiles indifférents selon l'actu, une comédie à l'humour décalé, intemporel et très british, puisqu'on est sur un film anglais. Ça, on l'a déjà dit, il faut qu'ils arrêtent. Ouais. Moi, ça, j'en peux plus, les extraits de critiques. Je trouve que ça dessert les films, quoi. Ouais, c'est sur les affiches, c'est sur les DVD, et a priori, enfin, je sais pas moi comment fonctionnent les gens, mais c'est rare qu'en lisant un truc pareil, tu te dis, ah bah ouais, il doit avoir raison. Et puis surtout, de nouveau, à chaque fois, ça accumule un peu des clichés de partout, c'est vraiment dommage, quoi. Voilà, par contre il y a sur la jaquette, et je crois que c'est l'affiche du film, oui, sur ce visuel, je m'en souvenais de l'affiche, ouais. Il y a l'acteur Craig Roberts, le jeune acteur Craig Roberts, avec un regard qu'on peut qualifier un peu de dubitatif. Il a l'air de regarder quelque chose de très précis en tout cas, voilà. Mais en même temps en s'interrogeant beaucoup. Et le visage coupé en deux, enfin au niveau du nez, il y a une partie de la photo qui passe par un filtre bleu. Voilà, comme s'il était en fait... comme un iceberg, une partie immergée et émergée. Certainement en cohérence avec le titre Submarine. Voilà. Et quand on connaît le film, on voit un petit peu à quoi ça fait référence. Mais c'est aussi, par rapport au film, il y a aussi pas mal dans le film de fondu au bleu ou au rouge, de séquences qui se terminent par une espèce de dominante où la scène devient monochrome. D'accord. Oui. Avec, alors bon, c'est toujours les gens qui vont analyser le bleu couleur froide, le rouge couleur chaude, ce que ça représente et tout ça. Je suis pas sûr, on y reviendra, mais je suis pas sûr que ce soit l'intention aussi basique et binaire du réalisateur du film. Le réalisateur du film, dont le nom, c'est le seul nom qui figure sur la jaquette, Richard Ayoade. On peut peut-être commencer par lui, non ? Parce que lui, moi, c'est le seul que je connais pas le film, en fait. Mais lui, je ne me trompe pas, c'est aussi un acteur. Ouais, on est d'accord. C'est un acteur anglais.
et aussi et je le vois souvent aussi dans des extraits d'émissions télé. Oui, tout à fait. C'est vraiment une espèce aussi de personnage public un peu, ou qui a fait, je crois aussi même des émissions. Enfin, tu dois savoir plus que moi. Même si je connais surtout l'un de ses faits d'armes. Sur lequel on risque de s'étendre un tout petit peu à un moment, mais... Bien sûr, en fait, si j'ai vu ce film, en fait, c'est ma compagne qui m'a fait découvrir ce film. Oui, c'était d'ailleurs ça, savoir aussi où est-ce que tu... quand est-ce que tu as rencontré c'était par rapport à ce lui, film. en fait. C'est-à-dire elle m'a d'abord fait découvrir la série qui l'a rendu, lui, très populaire en Angleterre et un petit peu ailleurs. C'est une série qui s'appelle The IT Crowd, qui est selon moi tout simplement la série la plus drôle du monde. Non, je vais pas relativiser. Non, mais c'est bien. Non, mais moi aussi, je la trouve très très drôle. C'est une série c'est une série anglaise à l'humour très british, comme on peut dire sur la jaquette du DVD. On pourrait le mettre. Qui raconte l'histoire de 3 personnages, 2 qui font partie du service informatique d'une petite entreprise, qui sont au sous-sol, au-dessous des bureaux, au-dessous de tout, et leur chef, qui elle connaît rien du tout en informatique, est censé les encadrer, et qui se retrouve aussi dans cette espèce de placard au sous-sol. Elle a même une espèce, c'est même pas de promotion, si je me souviens bien, parce que je l'ai revu il y a pas longtemps, elle est embauchée à ce moment-là, mais grosso modo personne ne veut de ce poste. En plus, il y a ces espèces de deux geeks au fond qui font absolument ce qu'ils veulent et qui sont pas des plus communicatifs avec n'importe quoi qui viendrait de l'extérieur, surtout un être humain. Et elle se retrouve là, en fait, alors que on a compris dès la première scène que l'informatique et elle, ça fait plus que 2. Quoi. Oui, et puis elle se prend au sérieux, et elle est un peu aussi... elle est souvent en situation de ridicule, et on a ces 2 personnages dont elle est censée être la chef, qui sont effectivement 2 informaticiens, comme tu l'as très bien dit, qui ont un peu du mal à communiquer, et on peut dire même que le personnage de Richard Ayoade a une forme, alors je dirais pas d'autisme, parce qu'on n'est pas dans une définition médicale, mais quand même un personnage lunaire, qui est encore très infantile dans son comportement, et en même temps qui a des sorties assez hallucinantes dans la série, face à un autre qui est vraiment le geek, et puis qui essaye de dragouiller à droite à gauche, qui est flemmard, qui essaye d'en faire le moins possible, en fait qui est bien content d'être au service informatique et au sous-sol parce qu'il a la paix. Donc bon voilà, on va pas s'étendre sur cette série. C'est pas le but. Mais on va retenir ce que dégage ce personnage interprété par Richard Ayoade, c'est-à-dire ce côté, un petit peu poétique. D'un côté, il y a cet humour décalé, absurde, qu'on retrouve souvent dans la comédie anglaise, et de l'autre, il y a un personnage qui a du mal avec la réalité, mais qui s'en rend pas compte en fait, qui est tout le temps premier degré. Il a une profonde même humanité. Enfin, son personnage est effectivement peut-être entre guillemets plus touchant que l'autre, même si l'autre nous fait énormément rire aussi. Mais c'est vrai que lui, comme tu disais, il y a un côté vraiment lunaire. En plus, il a une espèce de coupe de cheveux. Il a une afro très développée, et en même temps qui colle pas avec ses anoraks, avec ses... Oui, puis ses chemises boutonnées jusqu'au bout, un peu... pas totalement bûcheronne, mais un petit peu et tout aussi. Enfin, il a des restes comme ça de vieux geek, presque côté américain. Mais il a un mélange de plein de choses, quoi. Puis c'est vrai qu'il a des espèces de lunettes aussi à gros... des gros carreaux, enfin bon... Il a un côté premier de la classe, mais premier de la classe qui est pas conscient en fait de tas de choses, quoi, qui est dans son monde à lui très... certainement très riche, mais très mystérieux aussi de l'extérieur, quoi. Et moi d'abord j'ai adoré cette série, mais j'ai été très touché par ce personnage. Et du coup, l'acteur m'intéressait, et là on est dans les années quand même 2010, moi quand je découvre ça, et donc parce que j'ai une compagne qui est elle aussi qui est un peu capable d'aller traîner en informatique et sur internet, aller trouver des choses que moi je suis totalement incapable de trouver. J'ai pu voir certaines émissions anglaises où il était invité, et notamment là aussi on fait un aparté rapide, mais les émissions de jeux anglaises et les émissions de plateau avec des comiques n'ont rien à voir avec ce qu'on peut voir en France. C'est pas par snobisme que je dis ça, mais c'est vrai que il y a un niveau d'humour, et surtout un type d'humour qui est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir.
Et puis alors un jour, on a découvert qu'il avait réalisé son premier long métrage. On l'a téléchargé parce qu'à l'époque, alors a priori, il est quand même sorti en France au cinéma. Oui, au cinéma, oui. Mais là, ça, moi, je suis complètement passé à côté. Donc, on l'a vu en version téléchargée. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce film, Submarine. Donc, son premier long métrage. Après, il en a fait un second, j'en reparlerai peut-être après. Parce que il était à la fois dans un genre assez identifiable, calibré du cinéma, et je dirais du cinéma international, ce qui est ce que les Anglais ou les Américains appellent le coming of age movie, c'est-à-dire le film d'adolescent ou le film initiatique d'adolescent, d'apprentissage, mais qui va avoir en plus des résonances différentes selon les pays. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ça va vraiment du film un peu potache qui va parler des lycées, ça, à la comédie romantique en passant par ce qu'est Submarine, c'est-à-dire une chronique de l'adolescence. En Angleterre, je ne suis pas spécialiste de la chose, mais en Angleterre, le film d'adolescent part plutôt d'un fond social. On peut penser à Kess de Ken Loach ou remonter après, il y en a aussi dans les années 70, dans les années 80. Il y a de la comédie, mais il y a aussi beaucoup, ce qui est très fort dans le cinéma anglais, ces chroniques de ce qu'est la vie dans le nord de l'Angleterre, toujours un petit côté un peu plus sérieux. Voilà. Dedans, quoi. Et celui-ci, alors, c'est vraiment un cas très particulier, puisque déjà, c'est adapté d'un roman. Alors, j'ai un peu pris les antisèches parce que je ne connais pas toutes ces personnes. C'est adapté d'un roman de quelqu'un qui s'appelle Joe Dunthorne, dont c'était le premier roman, qui est un écrivain gallois du pays de Galles. Et en plus, alors ça va être un best-seller en Angleterre, un peu inattendu. D'accord. Ouais. Mais en fait, au moment où il prévoit le film, c'est pas le cas, puisque la production récupère le manuscrit. Un petit peu par hasard, parce qu'il connaissait le jeune auteur. Et donc, il lance ce projet-là au moment où il va être édité. Ah oui, donc il n'avait pas encore le retour, le livre n'avait pas vécu sa vie encore. Voilà, et le film va sortir, par contre, le roman a déjà du succès. Donc il y a un bon timing, là, les choses se font en même temps. Ce qui laisse penser, moi j'ai pas lu le roman, mais ce qui laisse penser que le roman doit être bien aussi, et que là aussi il y a une espèce d'alignement des planètes où tout le monde a eu la bonne intuition. Oui, en même temps, oui. La production va chercher Richard Ayoade, là aussi parce qu'ils se connaissent un petit peu. C'est aussi l'avantage du côté insulaire de l'Angleterre, c'est que la production cinématographique anglaise, toute proportion gardée, c'est un peu comme en Belgique, beaucoup de gens se connaissent, ont l'habitude de travailler ensemble. En plus, il y a des gens qui viennent du théâtre, de la télévision, qui tournent un peu dans les mêmes cercles. Et Richard Ayoade, en plus de tout ce qu'on a dit, a fait ses armes dans la réalisation sur des clips. Il a réalisé des clips vidéo de plusieurs groupes anglais, des groupes un peu oubliés comme Super Furry Animals, un groupe très à la mode dans les années 2000 aussi qui s'appelle Casabian. Oui, d'accord. Et puis, et c'est important pour Submarine, il a fait quelques clips, il est copain avec les Arctic Monkeys, qui était en pleine explosion à ce moment-là. Oui, quand même, oui. Donc voilà, alors il n'a pas fait énormément de clips, mais il a fait des clips avec des gens qui étaient déjà bien en place dans la pop anglaise, et puis ces clips sont assez populaires, donc la boîte de prod, qui le connaît personnellement, a une confiance déjà dans son œil, dans sa personnalité de réalisateur. Oui, et puis si tu dis... parce que donc là, le film, c'est 2010. 2010. Et donc à IT Crowd, c'était juste avant. C'était juste avant. Ouais. Enfin, je veux dire, le garçon a quand même effectivement un petit CV qui commence à être pas mal, surtout pour essayer de faire un truc peut-être atypique, avec justement déjà un profil un peu atypique. Parce que mélanger à la fois acteur, réalisateur, même si ça n'est que de clips, ou déjà peut-être participer aussi à d'autres choses, et plus le fait qu'effectivement le côté insulaire chez les Anglais renforce des connivences comme ça de toutes parts. Ce qui est intéressant, oui, c'est ça. Il y a un côté un peu riche d'entrée de jeu, quoi. Riche, ouais, le type est pas enfermé dans la comédie. Pourtant, il est arrivé même avant qu'il fasse The IT Crowd. Il a aussi collaboré. Alors au début,
il apparaît pas dans la première saison, mais il va venir dans les saisons suivantes, à une série qu'on connaît pas du tout ici, qui s'appelle The Mighty Boosh, qui est une série très drôle et très étrange, avec un acteur qui est dans The IT Crowd. Alors pour ceux qui ont vu la série, c'est le personnage qui est dans le placard, qui est espèce de personnage gothique. On ne sait pas s'il est un vrai ou un faux vampire, qui est incarné par Noel Fielding, et Noel Fielding et son complice dont j'ai oublié le nom ont créé cette série The Mighty Boosh, et avant ça a été un spectacle théâtral, enfin ils ont collaboré sur un spectacle théâtral. Donc le type Ayo Ade, il est sur plusieurs fronts, il a une créativité. Et en même temps, c'est pas le type qui est partout, qui saute sur tous les plans et tout ça. C'est quelque chose qui s'est fait, j'ai l'impression, très progressivement. Mais effectivement, entre cette expérience du clip, cette expérience de la comédie, un peu d'écriture, un peu de jeu, et voilà, l'espèce de sympathie qu'il avait auprès du public, il a un peu la carte, quoi, quand il arrive dans ce projet-là. Oui, je pense que c'est à partir de là. Enfin, c'est intéressant qu'après, moi je connais pas du tout le film, mais que s'il se lance là-dedans, avec à ce moment-là où tu dis qu'en plus le roman est à peine identifié, entre guillemets, c'est qu'en plus il a dû sentir que là effectivement il y avait quelque chose et que ça lui parlait et qu'il avait envie de l'explorer en tout cas. It's like you're trying to get to heaven in a hurry, and the queue was shorter than you thought it'd be, and the doorman says you need to get a wristband. You gotta live between the pitfalls, but you're looking like you're low on energy. Did you get out and walk to ensure you'd miss the quicksand? Looking for a new place to begin, feeling like it's hard to understand. But as long as you still keep peppering the pill, you'll find a way to spit it out again. And even when you know the way it's gonna blow, it's hard to get around the wind. Les producteurs lui filent le scénario, enfin lui filent le roman, et ils commencent à travailler sur l'adaptation, et tout de suite les producteurs voient qu'il est dans une direction intéressante cinématographiquement. Oui, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose aussi, c'est pas parce qu'on est comique et scénariste qu'on est réalisateur, et là ils ça, j'ai vu des témoignages de ça, quoi, où ils voient quelque chose. Alors je parle des deux producteurs de l'époque, qui ne sont pas les gens que je connais, mais il y a un troisième producteur qui va venir se greffer sur le lot, qui est Ben Stiller. Ben Stiller, donc acteur de comédie américaine, acteur et réalisateur, très populaire, et là aussi, même lui, dans le témoignage que j'ai vu, se rappelle pas vraiment comment il s'est retrouvé associé à ce projet, mais il admirait Richard Ayoade, et surtout, il va faire le lien avec les États-Unis, c'est-à-dire que le film est une production britannique qui va être tournée au Pays de Galles avec que des Anglais dedans, mais par contre, le film va avoir une carrière après internationale, et notamment aux États-Unis, qui va en faire un petit succès quand même pour un film indépendant, pour un premier film, pour une petite production anglaise. Et voilà, Ben Stiller fait le lien avec cette ouverture-là. Donc c'est un film qui est intéressant aussi par sa production, c'est-à-dire qu'elle est très atypique. Il y a une agglomération en fait de personnes, de personnalités très différentes, et ça va être pareil sur le casting, puisque donc au casting on va avoir cet acteur là, Craig Roberts, qui est un jeune acteur anglais, alors dont c'est a priori le premier long métrage de cinéma, en tout cas dans un premier rôle, mais qui en fait est une espèce d'enfant de la balle, c'est-à-dire que depuis qu'il est gamin, il a fait du théâtre, il a déjà participé à des séries à droite à gauche, et ce que disent les gens qui ont travaillé avec lui sur ce film, c'est qu'on avait l'impression qu'il avait une maturité d'acteur déjà en place. Et c'est pareil pour l'actrice principale qui s'appelle Yasmin Page. Alors je reviendrai sur Craig Roberts parce que lui on l'a revu après, elle un peu moins, en tout cas
dans la diffusion internationale. Mais c'est pareil, Yasmine Page, elle a joué dans une série écrite par Russell T. Davies, là, le mec qui a relancé Doctor Who, une série d'aventures où elle a le rôle d'enfant principal, et donc elle est populaire en Angleterre, elle aussi. Nous, ici, ça ne nous parle pas du tout, j'ai oublié le nom de cette série. Alors, il y a eu un casting, il y a eu des essais, mais aussi ça s'est avéré comme une évidence quand ils se sont retrouvés devant la caméra. C'est très important puisque parmi les histoires, le fil narratif principal de Submarine, c'est quand même ce personnage donc d'adolescent qui a 15-16 ans, qui va tomber amoureux d'une de ses camarades de classe, et ce sont donc les 2 acteurs principaux de cette histoire-là. Pour continuer sur le casting, puisqu'on y est, dedans il y a Paddy Considine, je sais pas si tu vois cet acteur anglais. Alors lui aussi il est très très populaire en Angleterre. Il a joué notamment dans les comédies de Edgar Wright et son complice là. Shaun of the Dead là. Voilà, les trucs qui commencent avec Shaun of the Dead, puis après il y a le dernier pub avant la fin du monde, avant il y a Killer Cops ou je sais pas quoi, enfin c'est une histoire de flic, c'est pas Killer Cops, je sais plus comment il s'appelle ce film. Hot Fuzz, voilà. Et bon, il a joué là-dedans, mais il a aussi d'autres rôles assez importants. C'est un mec qui a une espèce de charisme et de goût pour jouer les personnages un peu déjantés. Je reviendrai sur son personnage dans le film. Et on va arrêter de digresser, mais il a réalisé aussi un film à peu près à la même époque, un petit peu plus tard, qui s'appelle Tyrannosaure, qui est aussi un film magnifique du cinéma anglais, mais pas drôle du tout. Mais je le cite, j'en profite pour le citer au passage. Venons-en vraiment au film. Au film. Bon, t'as évoqué déjà un petit peu l'histoire, mais alors, est-ce que visiblement il y a aussi d'autres choses ? Ouais, puis c'est pas tellement. En fait, oui. Ce que c'est, et c'est pour ça que je voulais parler de ce film-là, c'est que c'est moi ce que je préfère dans les films sur l'adolescence, et j'aime beaucoup en fait ce genre-là. Je sais même pas si c'est vraiment un genre, mais j'aime beaucoup quand l'adolescence est traitée sous forme de chronique, où on agglomère des scènes qui, au final, vont donner une idée de l'identité des personnages et de leur spécificité, et où on ne traite pas ça comme presque un thème en soi. L'adolescence, ah oui, c'est l'âge de la puberté, c'est l'âge où on découvre la violence, où on découvre, je sais pas, la mort, enfin les grands thèmes de la vie, et donc ça devient un petit peu des sujets de société. Et moi j'aime beaucoup quand tout ça est traité de manière plus subtile et plus anecdotique, par vraiment où en fait on va vraiment chercher les personnages. Et c'est la grande force de Submarine, c'est qu'on a un personnage principal qui déjà d'entrée va poser quelque chose par son ton, parce qu'il y a une voix off qui est omniprésente dans le film. Et alors la voix off, moi je trouve que la voix off au cinéma c'est tout ou rien quoi. C'est ce que j'allais te dire. Moi perso, généralement j'adore, mais ça peut fracasser un film. Ah, ça, c'est clair. La voix off, pour moi, dans le cinéma, c'est le film noir américain, avec voilà, le narrateur qui met le film en flashback, qui va donner une espèce d'intensité à des faits très secs et tout ça. Après, dans les histoires plus actuelles, plus personnelles, j'ai toujours peur qu'elle envahisse le truc ou qu'elle veuille absolument nous signifier ce que donnent les images. Et là, en fait... malheureusement, des fois, dédramatiser aussi un peu tout, avec cette espèce de ton. Ah, s'il y a une voix off, c'est un ton de connivence avec les spectateurs. Et à partir de là, des fois, c'est peut-être pas la bonne option. Et là, ce qui est super, c'est que la voix off, qui est évidemment jouée par l'acteur principal, la voix off, d'entrée, elle pose, alors oui, un décalage entre la réalité et lui, comment il perçoit les choses, mais elle complète en fait ce que nous montrent les images de sa personnalité, c'est-à-dire qu'on a affaire à un adolescent qui est pas un cas social, qui est pas quelqu'un qui a particulièrement des souffrances, qui est même parfois quelqu'un qui n'est pas spécialement sympathique, puisque dans le début du film, séduit, je vais pas trop spoiler le film, mais séduit par sa camarade de classe, et parce qu'il voit qu'elle fait partie des 3-4 personnes qui harcèlent un peu la fille un peu ronde de la classe, dit vraiment comme une affirmation. Bon, moi je suis plutôt en défaveur du harcèlement, du bully en anglais, mais alors, la formule est super, malheureusement je l'ai pas noté. Je vais pas remettre en cause mon avenir pour des principes. Voilà, et ça donne vraiment tout ce qu'est ce personnage, c'est-à-dire qu'il est un peu lâche, il est un peu hypocrite, et il va emmerder cette pauvre fille qui a rien fait par amour pour une autre, et participer à une espèce de
d'humiliation groupée des élèves de la classe. Donc ça en fait pas du tout un personnage moralement défendable. Et il va traverser le film un peu tout comme ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, d'abord qui intellectualise beaucoup, alors sa chambre, les chambres d'ados dans les films, ça dit beaucoup de choses. Là, on découvre progressivement, en fait, à quel point il est marqué de culture européenne. Il a un poster du samouraï de Melville une affiche du samouraï de Melville dans sa chambre. Mais il va citer, à un moment donné, il va lui offrir des livres à la fille dont il est amoureux, et il va lui offrir Nietzsche, je sais plus qui d'autre, enfin des livres très intellectuels. Et il est un peu emberlificoté dans tout ça. C'est-à-dire que il se voudrait plus mature que ce qu'il est, et ses commentaires, en fait, c'est ça. Ses commentaires, il explique la réalité telle qu'on la voit, mais il a toujours un train de retard, notamment face à cette fille, et c'est là que le personnage féminin est vachement bien. C'est qu'elle, pareil, elle a l'air au début un peu cruelle, un peu de participer ça, et en fait, elle est plus complexe que ça, mais surtout, elle est plus surprenante, c'est-à-dire qu'elle est, par rapport à lui, elle va passer le film à le faire avancer là où il pensait pas aller. Et notamment, et après j'arrête de trop déflorer le film, mais au début du film, alors que il a l'air d'être le timide qui arrive pas vraiment à l'approcher et tout ça, elle a un petit copain et ça crise entre eux, il le remarque et évidemment il s'en réjouit. Et elle, en fait, va l'attirer un petit peu à l'écart du lycée, l'amener sous un pont, dans un lieu un peu pourri, va lui demander d'amener un Polaroid, un carnet, je sais plus quoi. Et en fait, va le surprendre en lui demandant de s'agenouiller. Alors, il est un peu flippé en se demandant... Mais il résiste pas longtemps, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a pas beaucoup de courage. Il va s'agenouiller, elle va lui demander de fermer les yeux, il va fermer les yeux là aussi avec une grosse hésitation, et puis en fait elle va l'embrasser et prendre des dizaines et des dizaines de Polaroids, et en fait c'est juste pour rendre jaloux son ex-petite amie. Mais c'est amené, en fait... Le fait que ce soit amené comme ça, on a l'impression, après l'avoir vu martyriser une jeune fille... On se dit que ça va mal se passer. Voilà, et tout le film est en fait comme ça, c'est-à-dire que il va se passer des choses finalement assez ordinaires dans la vie d'un adolescent, mais c'est le regard qui va être porté dessus, qui est non seulement surprenant, mais aussi parfois très joli, c'est-à-dire qu'il y a un truc de... et c'est là qu'on retrouve cette espèce de personnalité de Richard Ayoade, et certainement liée au livre quand même à l'origine. Il y a des choses qui en fait finissent par apparaître dans leur simplicité, alors que le chemin pour y arriver pour les personnages est très compliqué. Ouais. Et moi je trouve que ça c'est un truc de l'adolescence qui est pas facile à montrer. On dit toujours, et c'est un des enjeux du film, on dit toujours, quand on parle à des adolescents, on leur dit, quand ils souffrent, on leur dit ouais mais tu verras, tu relativiseras plus tard, que ce soit pour un chagrin d'amour, que ce soit pour mais moi personne ne m'aime, personne ne me comprend, etc. Le ton des parents et des adultes, c'est souvent ça. C'est souvent de dire ouais c'est vrai que tu souffres, mais tu verras que c'est pas si important que ça. Et il y a un truc là-dessus sur leur histoire d'amour à tous les deux, où il dit mais à 38 ans tu relativiseras, et à un moment il dit ben non. Et je crois que ça dit ce truc fondamental, en fait c'est pas tout à fait vrai ce que nous disent les adultes. C'est-à-dire que les adultes, ils ont la sagesse des adultes, ils ont l'espèce de... Ouais, ils se sont assagis en fait, et ils ont mis de côté ce truc de l'adolescence passionnelle, où tout est premier degré, où enfin on vit les choses intensément. Et j'ai l'impression que ce film, et les films que j'aime bien sur ce sujet, ils disent un peu, en fait c'est vachement important. C'est pas, et c'est pas seulement important à l'adolescence. Oui, c'est-à-dire que c'est peut-être à ne pas oublier. Ouais, c'est un truc qu'on domestique nous, mais est-ce qu'on a vraiment raison? Enfin après, ça c'est des questions personnelles et un peu philosophiques et existentielles, mais c'est vachement beau, je trouve, de traiter avec la vision qu'on a à cet âge-là. There's glass in the park, darling, I can't help but keep making appointments to sweep beneath the climbing frame. If the sun's in your eyes, I'll tighten your blindfold, baby. Don't worry, your foot won't get cut, strut carelessly. Et dans les bonus du film, quand même, Ayoade, il dit un truc vachement bien. Il dit, quand on lui pose des questions sur le choix de réalisation, il dit
en fait, j'avais envie de faire comme si c'était lui qui avait réalisé le film. Il dit pas à hauteur d'adolescent, il dit pas le ton et tout. Il dit, et d'ailleurs c'était un enjeu pour les autres personnages, c'est un peu injuste par rapport aux autres personnages, par rapport aux autres acteurs, parce que les scènes où il n'est pas lui en train de regarder complètement et tout, il faut qu'on garde ce ton où c'est quand même vu dans son univers à lui. Et ça donne une réalisation qui a l'air comme ça, juste avec, il y a des petites envolées poétiques, il y a des moments où il fait une espèce de clip quand ça se concrétise un peu avec la jeune fille. Il dit j'ai commencé à construire des souvenirs comme à faire un film Super 8 de nos souvenirs, et alors là tu as une espèce de clip qui se déroule qu'on peut retrouver dans tous les amours adolescentes. Il court sur la plage et tout ça, sauf que déjà les lieux, c'est pas les lieux habituels. Lui il aime le côté industriel, il l'amène dans son endroit favori, c'est l'endroit où il y a des bateaux, des pontons rouillés, ça et tout, mais surtout on peut pas basculer trop dans le côté mièvre et sentimental et tout ça, parce qu'elle elle arrête pas de le remettre à sa place avec ça. Et d'ailleurs, elle lui édicte un petit peu des règles pour pas sombrer dans ce sentimentalisme. Et donc, ça donne un film qui essaye jamais d'être objectif et de dire des choses profondes et définitives sur l'adolescence, mais qui les fait vraiment éprouver. Et au niveau, justement, réalisation, tu disais, il y a des spécificités après au niveau purement visuel, où il a ce côté un peu naturaliste d'essayer d'être à la hauteur de son personnage principal, ou naturaliste non, parce que en fait les lieux sont très identifiables et le film est réaliste en soi. Il y a quelques moments un petit peu étranges, mais ils sont plus liés à ce qui se passe dans la tête des personnages, que on n'a pas de doute sur ce à quoi on assiste. Mais après il a quand même choisi, je parlais des lieux déjà où ça se passe. Il y a quelques scènes à l'école, mais pareil, l'école elle est très simplifiée en fait. Il y a un peu de scènes de classe, et puis il y a des endroits de la cour où vont pouvoir avoir lieu les scènes un peu violentes, les scènes un peu d'humiliation et tout ça. Et en fait à chaque fois on voit qu'on cherche pas le réalisme, mais plus cette espèce de côté très vif du souvenir, ou de ce qu'on retient de ces moments-là. C'est évidemment ce que tu dis, c'est que ça a l'air d'être en fait un film presque très mental, quoi. Ouais, on est bien dans la tête de ce personnage, mais c'est pas un film intellectuel. Non, mais quand je dis mental, c'est vraiment dans le sens presque labyrinthique du terme. Enfin, on est vraiment dans la psyché d'un personnage, quoi. Il y a plein de plans sur l'acteur, sur Craig Roberts, qui regarde la situation avec de l'étonnement, de la concentration, parce que, alors j'ai évoqué son histoire d'amour, mais il y a un autre fil narratif qui est en parallèle de ça, et les deux fils vont se parasiter d'ailleurs, c'est qu'il est inquiet pour ses parents. À savoir qu'il a un père qui est, ça correspond un petit peu au titre, qui est spécialisé dans les mondes sous-marins, et qui du coup a du mal un peu à remonter à la surface, a du mal un peu à être dans la réalité, et est un peu dépressif. Ce qui fait qu'on le voit beaucoup en pyjama, enfin en peignoir dans la maison, puis on le voit un peu aussi prostré et silencieux, ce qui agace profondément la mère. Et là où le danger arrive, c'est que vient s'installer dans la maison d'à côté un couple dont l'homme, qui est joué par Paddy Considine, est un ancien petit ami de la mère. Et le narrateur se méfie de ça et va surveiller cet homme, d'autant plus que cet homme est une espèce de... Alors entre le gourou et le New Age, qui a développé une vidéo pour expliquer qu'en fait on est des prismes de lumière, que tous les êtres humains sont des prismes de lumière, et qu'on reçoit de l'énergie et qu'on la rend. Et donc il fait des espèces de conférences. Il a un van tout décoré et avec la promo de ses ouvrages et de ses DVD, avec à l'arrière du van il a mis des espèces de spots bleus pour mettre une ambiance particulière. Il fait des espèces de gestes d'arts martiaux dans son jardin, et donc le narrateur observe ce voisin d'un œil. Il l'appelle le ninja d'ailleurs. C'est un être à la fois charismatique et ridicule,
qui va à un moment troubler la mère et l'attirer, et le père est complètement apathique par rapport à ça, et lui va se mêler de ça, essayer d'anticiper la catastrophe qui se profile, c'est-à-dire un adultère, quoi, mais de façon... il va se prendre pour un adulte, il va parler à sa mère et à son père de la manière dont on n'est pas censé leur parler. Notamment, il va essayer de rapprocher ses parents en disant... parce qu'il a observé... il fouine beaucoup dans la maison, on comprend. Et il a observé qu'à l'époque où ses parents avaient encore des relations, il s'en rendait compte parce que le lendemain, il y avait un variateur d'intensité dans la chambre et que la lumière était tamisée, quoi. Et ça le fait plus. Il a constaté que maintenant, quand il va fouiller la chambre de ses parents le lendemain, c'est toujours la pleine lumière. Et donc, il explique qu'il faudrait varier l'intensité de la lumière et il explique à sa mère que le père veut avoir des rapports avec elle. Un truc un peu embarrassant. C'est clair. Voilà, mais qui n'est pas traité comme de la grosse comédie du tout. Oui, c'est-à-dire que... mais on sent que... Mais en fait, le sérieux de l'acteur et la manière dont il pose la main sur l'épaule de sa mère pour lui expliquer ça, on fait quelque chose de très... Oui, bien encore une fois, il y a l'air d'y avoir un décalage, quoi. Mais il a été, je crois, quand même bien accueilli, non? Oui, la critique, on n'a qu'à voir cette jaquette de DVD. Oui. Non, la critique a été très positive. Après, par exemple, en France, il est sorti dans le circuit RSC. Oui, mais ça, ouais. Voilà. En Angleterre, il a été plutôt bien reçu, surtout que ça s'est accompagné du succès du roman. Donc, oui, c'est ça, voilà. Et puis, il a eu quand même une carrière américaine aussi. Et puis voilà, avec le lien par Ben Stiller, il a une carrière américaine. Et d'ailleurs, la rentabilité du film, le fait qu'il ait fait des bénéfices, c'est essentiellement lié à sa carrière américaine. Oui, en fait. De toute façon, voilà, l'économie du cinéma étant ce qu'elle est. Voilà, c'est sûr que si tu as un petit extra là-bas, ça peut vite le faire. Quoi. Voilà, même si c'est pas un film très cher, c'est quand même un film qui avait du mal à rentrer dans son budget globalement, et les États-Unis ont permis de faire des bénéfices, ce qui permettra à Richard Ayoade d'ailleurs de produire son second film beaucoup plus ambitieux, qui s'appelle The Double, qui est une adaptation d'une nouvelle d'un roman de Dostoïevski, Le Double, et qui, alors là, pour le coup, moi, ça a été une petite déception, mais ça reste quand même un film très intéressant, qui a une ambition visuelle et graphique beaucoup plus forte. C'est-à-dire que c'est un film qui va plutôt lorgner du côté de Brésil, ou avec une esthétique très marquée, des trucs assez symboliques dans l'image. Il va réutiliser d'ailleurs, refaire appel à l'actrice Yasmine Page dedans. Mais au-delà de ça, voilà, c'est un film qui montre que c'est un réalisateur qui a des ambitions visuelles, qui a des idées, qui en plus ne fait pas du tout deux fois le même film. Oui, là, visiblement, voilà. Vu ce que tu dis, ça a l'air... Après, ça a l'air intriguant aussi. Ouais, après le film n'a pas été un franc succès, et depuis, en tant que réalisateur, on n'entend plus trop parler de Richard Ayoade. Tomorrow I'll be quicker, I'll stare into the strobe light flicker, and afloat I'll stay. But I'm quite alright hiding today. Tomorrow I'll be faster, I'll catch what I've been chasing after, and have time to play. But I'm quite alright hiding today. And I will play the coconut shy, and win a prize even if it's rigged. I won't know when to stop, and you can leave off my lid, and I won't even lose my fear. C'est qu'en fait le film est vendu comme une comédie. Oui, le ton est léger et drôle, mais en fait je pense que c'est surtout un film sur cet âge-là et la perception de cet âge-là, et donc avec des aspects comiques, parce que y a ce décalage entre ce qui pourrait être dramatique et la manière dont le personnage et la narration se décalent de ça, mais aussi avec ce mélange de gravité et de légèreté fait qu'au final, moi ce que je retiens de ça, c'est pas uniquement l'aspect comique, c'est pas principalement l'aspect comique. Moi, je le rapproche, c'est deux films que j'aime beaucoup. On va pas faire une étagère sur l'autre, et puis j'ai pas le DVD. Mais il y a un film français que j'aime beaucoup, qui est le premier long métrage de Noémie Lovski, qui s'appelle La vie ne me fait pas peur, et qui pour moi c'est de même qualité. Alors c'est différent parce qu'au lieu d'avoir un narrateur à travers qui on voit les choses, il y a
4 ou 5 héroïnes dans le film 4. C'est l'histoire de 4 amies donc à l'âge de l'adolescence. Mais il y a ce côté agglomération de scènes qui dessine vraiment une ou plusieurs, en l'occurrence, sensibilités et réactions très, très viscérales, très vives à ce qui arrive au personnage. Et aussi qui arrive à cet équilibre parfait, je trouve, entre les aspects comiques, voire dérisoires de ce qui peut arriver au personnage et des aspects réellement dramatiques. Là, dans Submarine, on a affaire à une maladie potentiellement mortelle sur un des personnages, voilà, des aspects quand même très graves. Dans l'autre film dont je parlais, La vie ne me fait pas peur, il y a une tentative de suicide, ça, mais il y a toujours une manière de désamorcer ces scènes parce que on est dans ce rythme de l'adolescence où on va passer d'une chose à l'autre et où on va surtout s'adapter, réarranger la réalité en permanence avec ce qu'on subit, où les épreuves sont aussi compensées par des moments de grâce, par des moments de... Et d'ailleurs, j'ai préparé, et c'est un truc qu'on n'a jamais fait jusque-là, mais je vais aller chercher une critique du film qui est sur un site, et je la trouve intéressante parce que c'est une critique pas très positive, on peut dire même globalement négative. D'accord. Et en même temps, je trouve que ce que dit la personne est super intéressant, et je vais... tu vas commenter la critique. Ouais, mais je vais pas. C'est même pas pour charger le critique qui a fait ça. Au contraire. Mais pour en sortir la substantifique moelle. Voilà, c'est un exercice un peu particulier puisque je vais lire une grosse partie de cette critique. Donc c'est une critique sur un site qui s'appelle Criticat et le critique s'appelle Julien Marsat et la critique du film s'appelle La tête sous l'eau du film Submarine. Adapté d'un roman de Joey Dunton, ce film prend place dans une petite ville côtière de Grande-Bretagne. Il décrit le quotidien morne d'un adolescent surdoué et neurasthénique qui va se retrouver chamboulé par ses premiers émois pour une fille et l'apparition d'un gourou New Age tentant de séduire sa mère. Un film sympathique et sans prétention. Donc ça, c'est l'introduction. Déjà, c'est vraiment l'idée de surdoué, alors que moi, je l'ai plus traité d'intellectuel. Mais en tout cas, c'est effectivement quelqu'un qui pourrait être lui aussi victime de harcèlement, mais c'est pas le cas parce qu'il est assez hypocrite, le personnage, ou assez malin pour essayer d'échapper, en fait. Oui, il a l'air quand même de savoir se débrouiller dans son environnement, quand même. Et en même temps, dans le film, sa mère va dire plus tard que quand il était plus jeune, il était harcelé, quand il était au scout ou je sais pas quoi. Et ça montre ça aussi. Il y a plein de choses qui sont pas précisées ou développées dans le film ou dans le roman, qui sont super intéressantes. C'est-à-dire que ça explique aussi peut-être pourquoi il est aussi malin, pourquoi il louvoie et pourquoi il évite ça, en fait. Et lui, il dit qu'il s'en souvient pas du tout. Alors donc je reprends, un film sympathique et sans prétention, ça c'est la critique, c'est d'ailleurs bien là le problème de ce genre de petit film, entre guillemets, chronique douce amère de l'adolescence avec son gentilot de fantaisie, on n'y trouve pas grand chose à reprocher, mais pas non plus de quoi s'extasier, un bon moment vite vu, vite oublié, la faute à qui ? On aurait tendance à pointer du doigt une forme reconnaissable et formatée, image léchée dans le plus pur style indé chic, alors il cite des films après, avec l'idée qu'il faut transcender la beauté d'une campagne peuplée par des ploucs pour réussir à lui donner du charme. Les personnages sont un brin farfelu, juste ce qu'il faut, tendance Little Miss Sunshine, et de petits détours narratifs insolites viennent parfois titiller le spectateur pour le sortir de sa torpeur, tendance Beginners. La voix off est largement présente et balise de manière très précise le parcours dramatique du film, afin de construire un petit univers clos, autosuffisant, duquel rien ne dépasse. J'aurais presque dû commencer par cette critique, en fait, qui recoupe des choses que j'ai déjà évoquées, et qui est, enfin, objectivement, qui peut être assez juste. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un type de narration dans le cinéma indépendant, avec ceux dont j'ai parlé, ces petits moments un peu clipesques. On peut penser aussi à Wes Anderson, qui a fait 2 ou 3 films sur des personnages adolescents ou jeunes, où on retrouve ces éléments-là. Et c'est vrai que je ne sais pas si Richard Ayoade a vu le cinéma de Wes Anderson, mais ça peut y faire penser parfois. La symétrie en moins, espèce de côté très décoratif en moins, mais quand même avec ces aspects un peu esthétisants que les reproches se critiquent. Je continue. Au passage, on remarque tout de même quelques dialogues bien envoyés, quelques saillies d'humour un poil percutantes. Mais que manque-t-il alors pour réussir à susciter un peu plus d'enthousiasme ? Pourquoi le spectateur est-il voué à se tenir dans la même posture Hatton qu'Oliver, le personnage principal ? La réponse est à la fois simple et trop évidente pour satisfaire. Il est clair que ce type de film n'est pas créé pour déchaîner les passions, mais à force de jouer le jeu de la démutante, il se perd dans une posture à la limite de l'anecdote, sans réussir à emporter l'adhésion de qui que ce soit.
Derrière la description iconoclaste d'un microcosme se cache une vision somme toute bien gentillette, car tout élément destiné à amener un peu de vie et d'imprévu est rapidement contrecarré par un rappel à l'ordre. Une rupture amoureuse n'est finalement qu'un moyen de reprendre la relation et de grandir. Les troubles passagers d'un couple marié ne sont finalement que des turbulences au milieu d'un ciel bien clair. Ben oui, je suis en quelque sorte d'accord avec ce qui est dit, sauf qu'en fait, la réception n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que cet aspect, oui, gentillet, où on ne traite pas les choses de manière très dramatique et où cet adolescent n'est pas n'est pas le gamin de caisse, n'est pas un enfant battu, n'est pas un enfant ça, il est aussi plus proche d'une réalité plus identifiable en fait, plus répandue, peut-être aussi plus difficile à dire. C'est-à-dire que tous les adolescents n'ont pas vécu de traumatisme, n'ont pas été malheureux, mais tous les adolescents vont traverser l'adolescence quand même un moment d'intensité, de nouveaux repères à trouver, des choses comme ça. Bien sûr, ouais. Et l'espèce de côté anecdotique qui est reproché par la critique, moi c'est ce que je trouve passionnant dans ce film-là, c'est qu'en fait il arrive par ces petites choses d'abord à décrire une personnalité très forte, mais au-delà de ça, à capter quelque chose qui est indicible, qui est très difficile à définir dans l'adolescence. Et c'est ce que je retrouve dans le film dont je parlais tout à l'heure de Noémie Lovski, La vie ne me fait pas peur. Et j'en citerai un troisième, qui est un film américain de Tamara Jenkins, là aussi une réalisatrice, comme La vie ne me fait pas peur, qui s'appelle Les taudis de Beverly Hills en français, et qui est un film vu à travers... alors l'histoire n'a rien à voir, c'est une jeune fille qui vit avec son père et ses deux frères, et son père est une espèce de loser qui travaille l'Amérique à la recherche traverser l'Amérique et notamment toute la vie à Beverly Hills et tout ça en recherche de taf parce qu'il s'en sort très mal, qu'il a divorcé de sa femme et qu'il a ses 3 enfants à charge. Et en fait, je sais pas si c'est autobiographique, mais en tout cas ça ressemble fortement à un récit autobiographique. Tout est vu à travers la vie de la jeune fille, et dans la première scène en fait c'est l'achat de son premier soutien-gorge parce qu'elle a sa poitrine qui s'est développée et que elle sait pas quoi en faire. Et tout le film, en fait, elle ne sait pas quoi faire de sa poitrine, dans la manière dont les garçons la regardent, dans la manière dont sa sexualité arrive et tout ça. Et là où on aurait un film vraiment à l'American Pie, potache, machin et tout, on a une espèce de chronique hyper sensible. Et au final, là aussi, ça montre des trucs d'une jeunesse qui est pas fondamentalement malheureuse, mais qui est quand même dans un milieu très modeste. Rien qu'avec de l'anecdotique et des petites scènes de rencontres avec là où il s'installe, le voisin, etc. Et pas trash à la Larry Clark. Ben non, en fait, c'est ce qu'on appelle le white trash, c'est vraiment le milieu pas riche. Mais là, comme tu disais, mais pas traité comme ça. Voilà, ouais. Encore une fois, pas du tout traité comme Larry Clark, pas du tout traité ni dans un extrême, ni dans l'autre. Non. Qui, effectivement, parfois est peut-être le plus difficile à faire. I'm not the kind of fool who's gonna sit and sing to you about stars, girl. But last night I looked up into the dark half of the blue, and they gone backwards. Something in your magnetism must have pissed them off, forcing them to get an early night. I have been searching from the bottom to the top for such a sight as the one I caught when I saw your fingers dim in the lights, like you're used to being told that you're troubled. And I spend this whole night stuck on a puzzle. Nobody I asked knew how we came to be the one to whom you surrendered. Any man who wasn't led away into the other room stood pretending. Je trouve que c'est extrêmement difficile cet exercice qui consiste à parler en fait de quelque chose que tout le monde a vécu, mais
jamais de la même façon, et a priori, je n'ai pas grand-chose à voir avec cet adolescent du Pays de Galles. Voilà, j'ai pas le même vécu, j'ai peut-être pas la même culture, etc. Et pourtant, et j'ai pas le même âge, surtout quand je découvre le film, et pourtant je m'y reconnais dedans. Et je me reconnais aussi dans l'adolescente des Tony de Beverly Hills et dans les 4 filles de La vie ne me fait pas peur. Donc voilà, en fait, c'est pas, on cherche pas sa biographie quand on voit ces films-là. On cherche peut-être à ce que les gens racontent ce qu'on n'a pas pu ou su exprimer à cet âge-là, ou même identifier. Ouais, je pense que tu cherches une émotion, quoi. Ouais. Subitement quelque chose qui, effectivement, alors qu'a priori ça ne te concerne pas, ça n'est même pas ton milieu, ou c'est même pas effectivement le même pays, ou quoi que ce soit et tout, mais au final, tu te retrouves autant touché que tu as été certainement touché à ta propre adolescence, et qu'il y a subitement, là, à ce moment-là, un écho qui se met en place, et qui effectivement est assez profond et certainement très fort, quoi. Moi, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vu un film un peu comme ça aussi qui m'a beaucoup plu. C'est alors je crois que le titre c'est 90s, Ouais. et c'est par l'acteur Jonas Hill. Encore un film d'acteur alors. Et ouais, avec des. Mais alors je suis pas sûr, faudra peut-être si c'était ça. J'avoue que j'espère que je donne pas des fausses infos. Et c'est et on suit un jeune pareil qui va se mettre au skateboard, donc le petit milieu des jeunes skateurs des années 90 à Los Angeles. Et là encore, il y a vraiment pas grand chose. C'est là encore que par petites touches. Il y a une bande son incroyable. Ah, c'est bien que tu abordes ce sujet. Et je le conseille à tout le monde aussi. Je pense, moi aussi, moi j'ai jamais fait ça, c'est skate. récent. Oui, alors celui-là a même pas 10 ans. Hein. Il y a 4-5 ans, je crois qu'il est sorti. Et à un moment, il y a un morceau. De toute façon, il y a un morceau de Philippe Glass. Qu'on a déjà évoqué dans l'étagère. Mais surtout à un moment, il y a un morceau de Morrissey sur de Vauxhall and I, je crois, si je ne me trompe pas. Enfin, en tout cas, un morceau de Morrissey solo où ils font du skate. Mais c'est juste, c'est parfait, quoi. Mais ça encore, là, je donne des petits détails anecdotiques. Mais pareil, la façon dont est traité l'évolution de ce jeune qui essaye d'intégrer une bande, qui voilà, là encore les codes, le coming of age, apprendre les choses, être initié, est-ce que je fais partie du groupe ou pas, les relations, comment on gère son groupe avec sa famille, etc. Enfin, là encore, c'est des thèmes voilà, quoi, qui ont été rabâchés dans tous les sens, mais voir à quel point des gens arrivent là encore à trouver parfois le bon ton, la bonne hauteur, la bonne manière, c'est toujours touchant à la fin. Ouais, c'est aussi autre chose sur les films sur l'adolescence, c'est que c'est vachement bien quand c'est des premiers films ou quand c'est des gens jeunes qui les font, parce que c'est comme si en passer par là, c'était aussi une manière de découvrir son propre cinéma, sa manière de faire, ouais, et tout ça. Et puis de se refaire une adolescence en faisant son premier film. Là, je crois qu'effectivement, je crois pas trop me tromper, l'acteur, mais je crois que c'est son premier film, hein, donc. Et puis c'est pareil, petit budget, 3 fois rien, et après il filme des gamins, quoi. Hein, c'est les 400 coups, version années 90. Mais bon, alors moins le côté chez Truffaut qui parlait vraiment de plein de choses, même avec vraiment ce côté social très très marqué. Là, des fois, c'est beaucoup plus abstrait, mais ça me faisait penser un petit peu à ça, où tu sens qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure au début, je pense que c'est un genre, en fait, quand même, en soi. Même si c'est pas très très identifié comme tel, et même si on peut finir par y rajouter tout le temps plein de choses qui viennent de toutes parts, je pense qu'effectivement, il y a comme ça, dans, on va dire, le film d'adolescence, il y a effectivement un genre qui se dessine quand même un peu en creux, quoi. Il y a un soin attaché au personnage qui arrive dès l'écriture et après qui va dépendre de plein d'éléments de la réalisation, du casting. Et tu voulais dire la musique aussi. Ouais, et alors la musique, mais en fait il y a 2 personnes qui sont responsables de la BO. Il y a Andrew Hewitt qui fait une BO un peu classique, qui accompagne les scènes, mélancolie, moments un peu inquiétants, etc. Et puis
il y a Alex Turner qui a composé 5 chansons pour le film. Alex Turner, c'est le chanteur et compositeur des Arctic Monkeys. C'est ça, je ne me trompe pas. Et alors, moi, je suis pas un grand fan des Arctic Monkeys. C'est rare que j'aime un album sur la durée. J'aime certains morceaux par-ci par-là. Mais alors, par contre, la BO réduite à 5 titres de Submarine est un album que je mets très très haut dans ma discothèque, parce que c'est 5 chansons magnifiques, et surtout c'est essentiellement des ballades acoustiques, parfois minimalistes, et à chaque fois, et dans le ton, et dans l'orchestration, et cette espèce d'humour qu'il est capable d'avoir, côté un peu... ouais, lui aussi, il a une ironie un peu douce, là. On a l'impression que c'est un prolongement des pensées du personnage principal. Il y a quelque chose, là, d'adolescent aussi dans les morceaux, mais quand même avec la maîtrise d'un compositeur de pop qui sait où il va, qui sait y faire, quoi. C'est pas non plus des morceaux adolescents. The face of a stopwatch on the back of a raindrop, and did a swap for the sand in an hourglass. I heard an unhappy ending. Je dirais il y a un mini état de grâce. C'est un petit film, c'est modeste, mais il y a un mini état de grâce où tout le monde a su trouver le ton juste. Et je reviens sur l'interprétation des 2 acteurs principaux, parce que quand même, c'est des acteurs qui sont jeunes, ils sont un peu plus vieux que leur rôle, ça c'est la tradition dans le cinéma. C'est normal. Mais alors il n'y a pas de sexualité, même si il y a une scène où les 2 personnages vont faire l'amour qui est vraiment grandiose, mais il n'y a pas du tout de corps montré ou de choses comme ça. Par contre, il y a notamment cette actrice la Yasmine Page qu'on a peu vue. Elle n'a pas du tout le physique de la canon de la classe, de vraiment la bombe du lycée ou je sais pas quoi. Par contre, elle a tout à fait l'attitude et dans le regard et dans sa manière de lâcher ses répliques de la fille dont on va tomber amoureux, parce qu'elle respire l'intelligence et il y a un côté défi aussi chez elle. C'est-à-dire que je disais qu'elle avait un temps d'avance sur l'autre personnage. Elle va l'amener ailleurs et elle va jamais le laisser en place en fait. Et donc c'est hyper séduisant parce que elle ne cadre pas avec les codes de l'adolescente, avec les codes de la lycéenne typée et tout ça. Elle est ailleurs, quoi. C'est un personnage fort et pourtant qui est un petit peu moins bien traité que le personnage masculin parce qu'on ne voit pas à travers son regard. Oui, son regard à elle. C'est pas... et alors lui, Parce que tu as dit après, il a fait d'autres films. Il a fait surtout une série 2-3 ans après qui s'appelle Red Oaks, qui est une série américaine qui a duré 3 saisons, qui raconte l'histoire d'un personnage à peu près du même âge, qui commence à être adulte en fait, je pense qu'il a plutôt 18 ans dans la série, mais c'est quasiment le même, qui travaille dans un club de tennis un peu chic dans le New Jersey, où il va donner des cours parce qu'il est assez fort au tennis. Là aussi, il a ses parents qui ont déjà divorcé, lui dans le film. Sa mère est jouée par Jennifer Grey de Dirty Dancing. Et lui aussi tombe amoureux d'une fille, là aussi, un peu pareil, une fille qui est un peu trop maligne pour lui, en tout cas un peu plus en avance. La différence qu'elle est la fille d'un des joueurs de tennis très riches. Et donc c'est un milieu aussi, il est confronté à un milieu plus riche que lui. Mais ce qui est intéressant, je ne vais pas m'attarder sur Edox, ce qui est intéressant c'est que c'est coproduit par Steven Soderbergh, et surtout la réalisation de certains épisodes est confiée par des gens qui ont eu affaire au cinéma de l'adolescence. Greg Araki, réalisateur américain, alors lui pour le coup un peu trash, mais réalisateur très intéressant, et le plaisir de retrouver sur la 2e ou 3e saison un réalisateur qui va s'emparer de 6 épisodes, qui est Hal Hartley, réalisateur américain indépendant qui a marqué les années 90. remets les pièces du puzzle dans le bon ordre. Qui est malheureusement un peu oublié maintenant et qui est un cinéaste de l'adolescence ou des jeunes adultes américains. Dans mon souvenir, c'était plus ça quand même. C'était plutôt des jeunes adultes, vu, hein. mais sauf qu'il retrouvait, oui ok, il traitait de jeunes adultes, mais il retrouvait
ce truc quand même Ah, de la passion amoureuse, Oui. de l'amour, des bouquins, des films, des choses comme ça. Oui, puis c'était des jeunes adultes qui avaient vraiment pas trop envie d'aller dans le monde adulte aussi. Exactement. Genre, ça marchait à reculons. Et donc pour moi, tout ça, À tire-larigot. pour moi, ça crée un truc, une espèce de... Il y a comme un fil en fait qui se tisse entre toutes ces œuvres. Et je suis pas très étonné que les producteurs de Red Hawks soient allés chercher cet acteur anglais qui déjà est doué, mais surtout qui incarne magnifiquement cette espèce de d'adolescent qui est pas tout à fait mal dans ses pompes, mais pas tout à fait... qui passe son temps à s'adapter au monde réel en fait. Et Red Hawks, tu le conseilles aussi? Bien sûr, je conseille. Alors, j'ai pas tout à fait fini la 3e saison. Donc Oui, mais enfin, déjà, il y a... Mais oui, Saison alors après, un. ça ronronne un peu. C'est-à-dire c'est une série qui va jamais transcender son principe de départ, mais avec des personnages hyper attachants. Je m'attarde pas parce qu'il y en a plusieurs dont on pourrait parler, mais on est quand même un petit peu au fil des épisodes dans une espèce de redite, même si l'histoire avance. Les enjeux sont posés d'entrée et restent les mêmes jusqu'à la fin. C'est une série sympathique, elle est sur une des plateformes, je sais plus laquelle. Submarine, je sais pas si on peut le voir facilement. En tout cas, voilà, j'ai dit comment j'avais vu le film la première fois, mais le DVD, moi je l'ai trouvé chez Gibert, magasin d'occasion, de produits culturels d'occasion, à un prix défiant toute concurrence. Et je me suis jeté dessus, pas pour sa rareté, mais parce que je savais que c'est un film que je reverrais. Oui. Et voilà, t'accompagner. J'aime bien les supports physiques, mais de plus en plus, comme il faut faire de la place sur les étagères, on fait le tri entre les choses qui sont indispensables et les choses. Et celui-là, je pense pas que je m'en séparerai. Voilà, il va pas partir. Non, je pense pas parce que, je vais être honnête, je l'ai revu pour préparer l'étagère, mais avec un plaisir immense. C'est-à-dire que ça faisait juste 3-4 ans que je l'avais pas vu, donc le souvenir était quand même assez frais. Je commence à le connaître assez bien, je crois que c'était ma 4e vision. Et il n'y a pas une seconde où je me suis dit, d'abord, je l'aime moins, ça a mal vieilli, c'est un petit film indé, comme le dit le critique et tout ça, cet aspect-là ne me gêne pas du tout. Et d'autre part, j'ai retrouvé ce plaisir, cette espèce de... En fait, pour résumer, moi, dans mon rapport au cinéma, il y a les films que je prends comme des gifles, qui sont des bonnes surprises, des bonnes découvertes et tout ça, mais où je reste toujours... dans une certaine distance admirative. Et après, il y a des films qui sont de l'ordre de l'affectif, qui sont peut-être les plus difficiles à défendre, c'est-à-dire qu'on fait ce podcast, mais est-ce que ça va convaincre les gens, tu vois, est-ce qu'on dit dessus, j'en sais rien, parce qu'il y a un truc qui n'est... Enfin, on n'est jamais objectif, mais là, il y a un truc qui est purement subjectif quand même, où on tombe amoureux de ces films-là. Voilà, c'est des films dont on tombe amoureux, toute proportion gardée, c'est-à-dire qu'on a un lien avec eux, où on peut nous le descendre, on peut lire des critiques comme ça, et on peut même être d'accord avec ces critiques sur le fond. Il n'empêche. Ça changera rien du tout à chaque fois où on les verra. Et puis effectivement, enfin, vu tout ce que tu as dit quand même, c'est que celui-là, on peut effectivement, entre guillemets, le conseiller à tout le monde, à tous les âges, parce que ça a l'air d'être quand même un thème universel. Je pense qu'on l'a assez démontré tout au long de la discussion. Et qu'après, chacun va se faire son opinion, enfin, il va voir s'il a une relation particulière qui se tisse avec ce film ou pas, quoi. Ouais, puis en plus, alors, c'est un film de 2010 qui se passe a priori dans les années 80, c'est pas précisé, ni le lieu d'ailleurs. Moi, je sais que ça se passe au Pays de Galles parce que le roman se passe au Pays de Galles et parce que en faisant des recherches, j'ai vu qu'ils avaient tourné là-bas, mais c'est pas précisé. Oui, tu nous as fait comprendre que voilà, il n'y a pas d'espèce d'identification. C'est une toute petite ville côtière. Voilà ce qu'on c'est ça. Mais ça se passe dans les années 80, tu le sens plus ou moins avec quelques références. Alors j'ai pas parlé aussi du fait qu'il y a quelques clins d'œil aussi très discrets de la part du réalisateur. Il y a un moment où il fait un plan. Le jeune va voir le Jeanne d'Arc de Dreyer, je crois, cite Bergman, mais dans le film, c'est pas du tout des références écrasantes. Par contre, Richard Ayoade fait un plan à la Bergman à un moment très discret et de manière très justifiée surtout. C'est pas pour faire un clin d'œil, c'est-à-dire qu'il reprend typiquement le plan des femmes à la fenêtre. Voilà. Le chuchotement. Il cite de manière très très discrète aussi un film qu'on adore tous les deux, qui est Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg. Il le fait de manière très très habile et de manière très inattendue. Et ça vient pile poil au moment où il faut et tout ça. Donc il y a des références, mais alors ça va pas du tout dater le film, ça va pas du tout écraser les gens qui les voient pas, et c'est pareil pour ce côté indé qui, je pense pas que le film
vieillisse vraiment, parce qu'il a une forme tellement personnelle, en fait, discrète mais personnelle, que oui, il aurait pu être fait 10 ans avant et 10 ans après, quoi. Donc oui, je pense que tout le monde peut voir ce film. Après, je suis sûr qu'il va pas convaincre la majorité. Enfin, la majorité, c'est pas une question de proportion. Oui, non, mais de toute façon, je suis sûr qu'il y a des gens à qui il va plaire et il y a des gens à qui il va déplaire, quoi. Ça, après, ça peut être c'est la majorité des choses dont on parle aussi, mais oui, mais là, c'est sûr, parce que tu rentres pas. En fait, c'est un petit film. Mais je dis ça vraiment sans jugement de qualité. Voilà, mais disons que le partage ne se fera pas, comme tu l'as dit, par rapport à la forme ou par rapport à aucun extrême qu'il ne cherche à atteindre. Ça sera effectivement une espèce d'affaire personnelle. Le film que je disais tout à l'heure, c'est 90s, mais de Jonah Hill. D'accord. Jonas, okay. Pas Jonas Hill. Ouais, voilà. Et pour peut-être finir, en fait, je sais pas. Le film, il démarre par un travelling dans la chambre assez classique, en fait, un mouvement de caméra dans la chambre du personnage principal. On voit ses étagères, on voit il a une petite chambre mansardée, et ça aboutit sur lui qui est en train de regarder par la fenêtre, et on sait pas trop quoi, en fait. C'est la nuit, il est assis par terre dans sa chambre, et en voix off, il dit: la plupart des gens se voient comme des individus, des êtres uniques au monde. C'est ça qui les motive à sortir du lit, se nourrir et continuer comme si de rien n'était. Je m'appelle Oliver Tate. Tomorrow, and you better bring a change of clothes so we can sail our laughing pianos along a beam of light. But I'm quite alright, hiding tonight. L'étagère, un podcast de Yann Joubert et Christophe Bauer. Réalisation Yann Joubert. La musique du générique est signée Off. Avec des extraits du film Submarine de Richard Ayoade et les chansons de la bande originale signées Alex Turner. Retrouvez-nous sur Ocha, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music et YouTube. Vos remarques sont les bienvenues sur la page Facebook L'étagère podcast.